Bonsoir à tous. S'il vous plaît. Ça marche les enceintes? C'est bon. Ok, parfait. Bienvenue pour cette deuxième journée de conférence. Nous, on va parler en fait. Ok, c'est mieux. Non. On va parler de comment on fait tourner les applications Java sur Android en fait. Puisqu'en fait, en ce moment, ils sont en phase de transition entre un ancien moteur d'exécution et le nouveau, donc Dalvik et Art. On va vous parler un peu de ces deux moteurs, faire des comparaisons, et puis voilà. Alors, d'abord une présentation de ce que c'est que Dalvik et Art, vaguement. Ensuite, ce qui se passe, c'est que pour chaque sous-partie, on va détailler le fonctionnement dans Dalvik puis dans Art. Et voilà. Je vais laisser Blatinox commencer. Bien zappé. Merci. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, qu'est-ce que Dalvik? Dalvik, c'est la machine virtuelle Java d'Android jusqu'à maintenant. Alors, alors, je le rappelle, Android, c'est tout un ensemble de software qui run plutôt sur de l'embarqué. Le plus souvent, vous en retrouvez dans vos téléphones, sur vos tablettes, etc. etc. La plupart des applications sont écrites en Java. Donc, comme je pense que vous le savez, en Java, c'est précompilé, après on a du bytecode Java, c'est exécuté par une machine virtuelle. Du coup, sur Android, il nous faut une machine virtuelle. Pourquoi en avoir créé une de zéro? Pourquoi avoir créé Dalvik et pas réutiliser une machine virtuelle classique? Tout d'abord, c'est principalement parce que Dalvik, c'est prévu pour tourner sur de l'embarqué. La principale différence qu'on retrouve par rapport aux autres machines virtuelles Java, c'est que d'habitude, c'est plutôt des machines stack-based. C'est-à-dire qu'on va utiliser une stack pour manipuler des variables, manipuler des valeurs. Là, c'est register-based, c'est-à-dire qu'on a un nombre assez conséquent de registres et toutes les valeurs qu'on manipule sont dans ces registres. Du coup, ça nous permet de gagner, de consommer moins de mémoire. Alors, sur l'embarqué, on a beaucoup moins de ressources, que ce soit la RAM ou le CPU, qu'on peut avoir sur un PC. Alors, aujourd'hui, sur une tablette ou même sur un téléphone, c'est pas choquant d'avoir 1 giga de RAM. Dalvik, ça date de 2008, donc c'était il y a 6 ans, donc au niveau du matériel, on en avait beaucoup moins. Dalvik, c'est prévu pour tourner sur du matériel qui a à peu près 64 mégaoctets de RAM. Donc ça fait pas beaucoup, moins on en consomme, mieux c'est. Quand vous faites votre application en Java, sur Dalvik, c'est pas des points jar ou des points classe qui tournent, c'est des points index. Donc on verra après un petit peu ce qui change et pourquoi est-ce qu'on a un fichier spécifique. Maintenant, qu'est-ce que Art? Art, tout d'abord, ça signifie Android Runtime. Donc c'est l'environnement d'exécution sur Android. C'est le successeur de Dalvik. Dalvik a beaucoup été amélioré au fil des années. Bon, là, ils sont repartis de zéro sur un nouveau projet, parce que Dalvik, déjà, il commence à se faire un petit peu vieux, et surtout, ils ont complètement changé de stratégie. Dalvik, c'est vraiment une machine virtuelle Java qui va exécuter du bytecode. Sur Art, en fait, on va compiler pour avoir du code natif. Donc, en fait, il n'y a plus de machine virtuelle. La compilation, on viendra tout à l'heure vers la fin de la conférence dessus, c'est ahead of time, c'est-à-dire avant l'exécution, ça sera compilé vers l'architecture cible. Ça fait un gain de performance assez conséquent et vraiment, c'est sensible au niveau de l'utilisateur. Alors Art, c'est développé depuis à peu près 2 ans, c'est disponible assez récemment. Vous pouvez l'avoir dans Android 4.4, c'est pas par défaut, vous avez toujours Dalvik par défaut, mais vous pouvez switcher et utiliser Art. Normalement, Art, ça devrait être par défaut à la place de Dalvik dans la prochaine version d'Android. Donc quelques benches qui ont été faits sur Nexus 5. Donc on voit là en bleu, c'est Dalvik, ça a été normalisé à 1. Donc on peut voir qu'il y a des facteurs supérieurs à 2 sur certains benches pour Art. Donc ça veut dire que c'est plus de 2 fois plus efficace. C'est plutôt cool. Vous pouvez voir aussi sur YouTube, il y a quelques personnes qui ont commencé à faire des vidéos où ils lancent leur application sur Dalvik. Donc ils sont sur Android 4.4, ils lancent sur Dalvik et après ils switchent sur Art, ils rebootent et ils lancent la même application sur Art. Et les différences, c'est visible à l'œil nu. Donc c'est principalement parce que quand vous exécutez sur Art, c'est compilé. Et puis après, il y a quelques autres petites optimisations qui ont été faites sur Art, dont on reparlera après. Donc les fichiers qui sont exécutés. Alors sur Dalvik,
c'est des points .dex. Pourquoi ne pas avoir le même type de fichier qu'en Java classiquement, que les programmes Java classiques? Déjà, c'est pas le même bytecode. Comme on l'a vu, Dalvik c'est register based. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'instructions de manipulation de la pile dont vous n'allez pas avoir besoin. Donc il y a un petit peu moins d'instructions à ce niveau-là dans votre programme. Par contre, à chaque fois que vous manipulez des données, vous allez devoir préciser les registres de source ou les registres de destination. Donc au niveau des opcodes, les opcodes vont être un petit peu plus longs. Donc on ne va pas énormément de gagner là-dessus. Les points .dex, alors quand vous développez des applications, c'est compilé comme d'habitude, enfin votre Java est compilé comme d'habitude, et après il y a un petit tool qui vous permet de transformer votre programme en point .dex. Donc ça se fait au moment de la compilation. Donc quand vous téléchargez des applications, c'est des points .dex, enfin c'est des points .dex regroupés dans des APK. Les points .dex aussi sont optimisés pour prendre le moins de place possible. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en embarqué on était limité en RAM, on est aussi limité en mémoire de masse. Donc plus nos fichiers sur la flash sont petits, mieux c'est. Donc une des principales optimisations, c'est au niveau de la constante pool. Alors qu'est-ce que la constante pool? En haut, on a un fichier .jar classique. Donc on peut voir dans Other Data, c'est tout ce qui est code. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse sur cette slide. Ce qui a plus nous intéresser, c'est la constante pool. Alors, dans vos points classes, vous avez une partie du fichier qu'on appelle la constante pool. C'est là où vous allez avoir toutes vos constantes, en particulier vos chaînes de caractères, mais aussi le nom de votre classe, le nom de vos méthodes, le nom de vos champs, etc. etc. Donc vous allez avoir toutes ces chaînes de caractères. Je pense que vous le savez, ou pas d'ailleurs, dans un point classe, il y a une seule classe. C'est-à-dire que si vous avez la même chaîne de caractères dans deux classes différentes, vous allez la voir en doublon dans deux constantes pool différentes. Ça arrive assez souvent, parce que dans la constante pool, par exemple, on peut retrouver le nom, donc si vous faites de l'héritage, de votre classe mère, mais aussi le nom de chaque classe. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une classe chien qui hérite de animal, vous allez avoir la chaîne de caractère animal dans le fichier de la classe animal. Vous allez avoir la chaîne de caractère chien dans la classe animal, mais aussi dans la classe chien, mais aussi la chaîne de caractère animal. Si vous faites de l'héritage, il y a des chances aussi que vous ayez des méthodes qui aient le même nom que celle dans votre classe mère. Donc ça fait encore des doublons. Donc dans un point .dex, en fait, on va regrouper plusieurs classes dans le même fichier. Du coup, on va avoir une seule constante pool, donc on va virer tout ce qui est doublon. Là, accessoirement aussi, c'est un petit peu mieux organisé dans le point .dex. Les gains de performance, il y a quelques constantes aussi qu'on peut enlever, qui sont internes à Java. Le gain de performance est assez conséquent. Vous pouvez espérer que votre point .dex il fasse à peu près la moitié en taille de tous les points classes que vous avez regroupés dans ce point .dex. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a un autre type de fichier, en fait, il n'y a pas que les points .dex qui sont exécutés par Dalvik, il y a les points .odex pour Optimized Dex File. Alors en fait, quand vous allez installer votre application, il va se passer deux choses. La première, c'est un peu de vérification. Est-ce que votre bytecode est bon? Il n'y a pas d'instruction légale, tout ça. Il y a des checksums sur les fichiers aussi pour vérifier qu'ils n'ont pas été corrompus. Et vous avez de l'optimisation. En fonction de votre architecture, vous pouvez changer l'endianness, vous pouvez avoir du static linking ou inliner certaines méthodes. Tout ça, ça va permettre d'optimiser un petit peu votre fichier .dex. Au moment de l'installation, ça vous donnera le point .odex. Sur Art maintenant. Alors sur Art, c'est un format de fichier différent, c'est le OAT. Alors, c'est du code, vu que le but c'est d'exécuter du code natif, on va avoir de l'ELF. Je rappelle qu'Android c'est un kernel Linux en dessous, l'ELF c'est assez courant sur Linux, donc on va garder de l'ELF. Mais il y aura des choses en plus, parce qu'on est en Java, il y a des classes, et il y a des métadatas dans ces classes, il faut qu'on les garde, donc on les aura. Le fichier OAT, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le point .dex est généré à la compilation. Le OAT est généré à l'installation. Pourquoi? Il y a deux principales raisons. La première, c'est que Android, c'est disponible sur plusieurs architectures. Donc si vous compilez en natif, il faut que vous connaissiez l'architecture cible. Au moment de l'installation, vous connaissez à peu près
sur quelle architecture vous êtes en train d'installer votre application. L'autre truc cool, c'est que du coup, au moment de l'installation, vous prenez, pour faire la sortie en OAT, vous prenez en input des fichiers .dex. Ça veut dire que toutes les applications qui sont déjà disponibles en .dex, qui ont été développées depuis des années, ben, c'est compatible avec Art et vous n'avez pas besoin de recoder, recompiler et redistribuer vos applications. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, le format OAT avec un joli schéma, on retrouve des choses classiques dans un ELF, hein, il y a des headers. OAT data symbol, ça pointe vers des raw data. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des métadatas des classes de Java, dont il faut vraiment qu'on les garde pour pouvoir l'exécuter. Dans le point texte, on a le code compilé. Et là, pour l'instant, on a encore les fichiers DEX qui sont toujours présents dans le fichier OAT. À quoi ça sert? Ça sert à du debug. Normalement, comme Art a fait ses preuves, on peut espérer que bientôt, il n'y ait plus ces fichiers DEX dans notre OAT. Donc voilà pour ce qui était des fichiers qui sont exécutés. Alors maintenant, quand vous lancez votre programme, en théorie, il devrait utiliser de la mémoire. Et vous allez avoir besoin de mémoire, ou alors ce qui fait des trucs un peu bizarres. Donc on va voir un petit peu comment est gérée la mémoire quand vous lancez votre application sur Android. Alors avant tout, pour Dalvik, je vais vous présenter un process qui est le Zygote. Le Zygote, c'est un démon du système qui est lancé au moment où vous démarrez votre téléphone. Donc c'est vraiment au niveau du boot. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il charge et il initialise un certain nombre de bibliothèques, et après il fait rien, il attend. Il attend qu'on lui envoie une request pour forker. Alors, ça je ne vous l'ai pas dit, en fait chaque application a sa propre instance de Dalvik. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez une application, vous devez démarrer la VM, charger et initialiser des bibliothèques. Bon, voilà, il n'y a pas besoin, puisque comme le Zygote a chargé les bibliothèques, au moment où vous forquez, vous allez déjà les avoir et elles seront déjà initialisées. Donc en fait, vous allez gagner du temps sur le lancement de Dalvik. C'est plutôt cool. Un autre truc cool, c'est quand vous forquez, en fait, on va avoir ce qu'on appelle du copy and write. C'est-à-dire que quand vous allez faire un fork, du point de vue de l'application, vous avez l'impression que toutes les données ont été copiées depuis votre père et que vous avez accès à votre propre copie. En vérité, derrière, si vous faites que de la lecture dessus, s'il n'y a pas d'écriture, ben, ça ne sert à rien de copier et en mémoire physique, autant avoir qu'une seule version des bibliothèques, par exemple. Donc là, ça va nous permettre de préserver un petit peu plus de mémoire au niveau physique, puisqu'il y a plusieurs VM qui vont partager le même code, enfin une partie du même code. Alors, sur Dalvik, ben, il y a un garbage collector, c'est du Java, donc la mémoire est gérée automatiquement. Ça permet d'éviter un certain nombre d'erreurs de programmation. Le truc aussi, c'est que le garbage collector, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va passer. C'est pas dès que vous avez plus besoin de votre objet, on pourrait se dire bah, j'ai plus besoin de mon objet, il va être free tout de suite. Non. Il va être free au moment du garbage collector, on ne sait pas trop quand. On ne sait pas trop quand parce que sur Dalvik, le garbage collector, on va essayer de le lancer le moins souvent possible parce que ça va nous demander des ressources CPU et on n'en a pas forcément beaucoup. Et on préfère les allouer pour autre chose. C'est pour ça, entre autres, que vous ne pouvez pas trop faire du temps réel dessus parce que vous avez un garbage collector qui va arriver, qui va vous prendre des ressources et vous ne savez pas quand et c'est un peu dur de prédire quand est-ce qu'il va passer. Alors l'allocation de mémoire sous Dalvik, un truc sympa, c'est que vous pouvez faire beaucoup de profiling, donc vous pouvez faire des stats sur votre application, voir le nombre d'allocations, la taille allouée, le nombre de fois où ça a raté. Bon, la fonction de malloc, elle est un petit peu plus complexe parce que justement dû au garbage collector. Comment elle se passe? En fait, la fonction dans le code, déjà, elle s'appelle try malloc. Donc c'est vraiment pour dire qu'on n'est pas sûr que ça réussisse. Alors, on commence par tenter de faire une allocation sur le tas. Si ça marche, c'est un malloc classique. On retourne le pointeur, c'est cool. Si ça marche pas, c'est un peu plus embêtant. Et ben, en fait, on va essayer plus fort. Alors déjà, on va se demander, est-ce que le garbage collector est en train de tourner ou pas? Pourquoi est-ce qu'on se le demande? Parce que depuis les versions récentes d'Android, le garbage collector, il est concurrent. Donc il est dans un thread à part. Donc peut-être qu'il est en train de tourner et en train de libérer. Si c'est le cas, bah, vous attendez simplement qu'il ait fini. Si jamais il n'est pas en train de tourner, bah, vous le lancez.
Bon, on peut espérer que votre garbage collector il ait libéré pas mal de place sur votre tas. Donc on va réessayer d'allouer de la mémoire. Alors si ça marche, on retourne le pointeur, c'est cool. Si ça marche pas, c'est déjà un peu plus embêtant. Alors là, on va faire un truc dans Dalvik, c'est que le tas alloué à votre application, on va pouvoir l'augmenter. La taille de votre tas n'est pas fixe. Bon, bien sûr, vous pouvez l'augmenter, il y a une taille maximale, pardon. On va essayer de l'augmenter, mais le moins possible. On va l'augmenter de pile la taille dont on a besoin. On verra après que l'algorithme de garbage collection, il dépend beaucoup de la taille du tas, et plus on a un tas petit, mieux c'est. Donc on va l'agrandir, mais pas trop. Bon. Là, normalement, ça devrait marcher, vous pouvez faire votre allocation, c'est cool. Bon, si vraiment vous étiez déjà à la taille maximale du tas, ben, vous ne pouvez toujours pas allouer. Bon, là, on commence à être dans des cas un petit peu plus tordus. Ça ne devrait pas arriver trop souvent en théorie. Donc là, ce qu'on va faire, on va relancer encore une fois le garbage collector, sauf que cette fois, on va collecter les soft references. Alors, deux petits mots sur le Java. Quand vous avez une référence sur un objet, ce qu'on appelle une hard reference, vous avez une référence sur cet objet, ça veut dire que cet objet, vous l'utilisez, vous en avez besoin, vous voulez le garder, donc vous ne voulez pas que le garbage collector l'enlève. Bon, vous pouvez utiliser une classe qui va vous faire des soft references, c'est-à-dire que vous allez dire au garbage collector, oui, bah, cet objet, j'en ai besoin, j'aimerais bien qu'il reste. Bon, si tu n'as pas le choix, c'est pas grave, vire-le, je pourrais le recharger. Ça peut être utile si vous faites du cache, par exemple. Donc là, on va collecter aussi les soft references. Donc on devrait faire un meilleur garbage collector, enfin libérer plus de mémoire qu'à la passe d'avant. Donc après, une fois qu'on a relancé le garbage collector, on réessaye une allocation. Si ça marche, ben, tant mieux, vous avez réussi à allouer. Si ça ne marche pas, ben, il n'y a plus rien à faire. Et vous allez avoir une exception out of memory. Donc là, c'est fini. Bon, alors on voit qu'au moment où vous allouez, si ça ne marche pas, on va appeler le garbage collector. Le garbage collector sous Dalvik, alors l'algorithme, c'est du mark on sweep. Pourquoi avoir choisi du mark on sweep? Déjà, le mark on sweep, c'est cool. Ça va collecter tout le garbage. Si vous avez par exemple des références counter, si vous avez des références circulaires, votre counter ne va jamais descendre à 0, donc vous n'allez pas pouvoir libérer la mémoire allouée, ça va être problématique. Bon, ce n'est pas le cas dans le mark on sweep. L'autre avantage du mark on sweep, c'est que il y a deux algorithmes de garbage collection qui déplacent de la mémoire ou qui utilisent de la RAM en plus. Bon, bah, comme on a vu, nous on va essayer de ne pas trop en utiliser. Donc le mark on sweep, c'est un bon choix. Le problème, c'est que le mark on sweep, il va devoir parcourir tout le tas au moment où il va libérer la mémoire. Donc c'est pour ça que nous, on essaie d'avoir un tas pas trop gros. Alors, avant Android 2.3, ce qu'on appelle un garbage collector stop the world. C'est-à-dire que vous stoppez tous les threads de votre application. Donc pendant le garbage collector, votre application elle freeze. C'est pas très cool. Depuis Android 2.3, il est dans un thread à part et on n'arrête pas tous les threads. Enfin, la garbage collection est mostly concurrent. C'est-à-dire que la plupart du temps c'est concurrent, mais on est obligé de faire 2 pauses et d'arrêter 2 fois tous les threads de l'application. Ça fait des pauses d'à peu près 10 millisecondes. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça peut se sentir et ça peut ne pas être cool. Alors, l'algorithme du mark on sweep. Sur votre tas, vous avez un certain nombre d'objets. C'est les rectangles blancs. Il y a certains objets dont vous avez directement des références dessus. C'est ce qu'on appelle le root set, c'est vos objets de base. Bon, après, ces objets ils peuvent avoir des références vers d'autres objets, etc. Donc, pour le mark on sweep, on a besoin d'un petit prérequis, c'est d'avoir des bits pour faire des marques sur nos objets. Alors ces bits-là, ils peuvent être dans nos objets ou gardés à part. Ça change pas grand-chose. Mais on veut quelque chose pour marquer nos objets, pour dire s'ils sont atteignables ou pas. Enfin, si notre programme peut les atteindre ou pas. Donc la première étape, c'est de marquer tout le root set. Bon, bah, ces objets, je peux les atteindre, donc il ne faut pas que le garbage collector les enlève. Après, récursivement, on va marquer tous les objets atteignables. Donc là, normalement, tous les objets qu'on peut atteindre directement ou indirectement sont marqués. Bon, bah, dernière phase, on va parcourir tout le tas et tous les objets non marqués, on va les libérer. Donc là, on a libéré pas mal de place sur le tas dans cet exemple-là. Bon, le problème, c'est que ça peut faire un peu de fragmentation. C'est pas super cool.
Dans Art. Dans Art, il y a toujours un garbage collector, il y a toujours un mark on sweep, mais en fait, ils ont recodé tous leurs algos de garbage collection. Le garbage collector est plus rapide déjà. Il est toujours concurrent, sauf que cette fois, dans Dalvik, on avait 2 pauses. Là, on n'en a qu'une seule, de 5 millisecondes, donc on a divisé par 2 le temps de pause, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les problèmes de fragmentation, on en a moins dans Art. Pourquoi? Là, on a vu un algorithme de le mark on sweep. Il y a d'autres algorithmes de garbage collection, le mark on compact par exemple, qui compactent les objets atteignables une fois que vous les avez marqués. Et donc en les compactant, en fait, vous allez tout simplement défragmenter votre tas. Le problème, c'est que si vous rassemblez vos objets, vous allez devoir les déplacer dans votre mémoire. Et ces objets, ce n'est pas forcément les vôtres. Ça peut être des objets qui sont au thread d'à côté. Le problème, c'est que si vous lui bougez ces objets pendant qu'il est en train de s'exécuter, ça risque de pas très bien marcher. Donc pour ça, on est obligé de stopper tous les threads. Ouais, bon, ok. Juste avant, on essayait de stopper le moins souvent les autres threads de l'application, et là, on est obligé de tous les stopper. Bon, en fait, il y a un petit trick, c'est que sur Android, vous pouvez changer d'application, ce qui fait que votre application elle peut avoir 2 états. Elle peut être en background ou en foreground. Si c'est en background, bah, c'est pas très grave si vos threads sont arrêtés. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va appliquer des algos de garbage collection qui permettent de défragmenter le tas. Voilà. Donc le garbage collector de Art a été bien amélioré par rapport à celui d'Alvik. L'allocation de la mémoire aussi a changé. Ils ont recodé, mais ça je vais laisser Jean-Loup vous expliquer ce qu'ils ont fait. Oui, rapidement pour terminer en fait sur la gestion de la mémoire, ils ont un nouvel allocateur dans Art. Jusqu'à présent, ils utilisaient DLmalloc, classique malloc sur Linux. Et le problème, c'est que celui-là, quand on est dans un environnement multithreadé, il bloque un peu tout le monde, il n'est pas super efficace. Donc ils se sont fait le leur, il y a 2-3 optimes, et du coup ils s'en sortent mieux dans une application où déjà de base il y a au moins la JVM qui tourne. Enfin bref. Là il y a des comparaisons de performance qui sont assez flagrants. Donc en bleu, le temps qu'il mettait pour allouer des objets dans Dalvik, en rouge dans Art et en vert avec Rosalocke. Voilà. Maintenant je vais vous parler un peu de JIT et de compilation AOT. Qu'est-ce que c'est? Le JIT, c'est Just-in-Time Compilation, ou compiling, peu importe, Ahead of Time Compilation pour AOT. Il s'agit en fait de transformer, par exemple, le bytecode Java, en l'occurrence, vers du code machine, et de le faire, pas au moment où on build de l'application, de le faire plus tard, en fait. Donc, soit très tôt, par exemple, à l'installation, on appelle ça du Ahead of Time, ou au moment où on lance le programme ou pendant l'exécution. Ce qui est important avec le Just-in-Time Compiling, c'est qu'on peut se concentrer sur les portions de code qui sont très exécutées. C'est ce qu'on appelle le hot code. Et en fait, c'est ces portions-là qui nous font gagner beaucoup en performance quand on les améliore, quand on les compile. Et c'est assez intéressant de se focaliser dessus. Il y a 2 autres paramètres qui sont assez intéressants quand on fait du JIT, c'est la granularité du code qu'on choisit de compiler, donc globalement la taille des morceaux, et le moment auquel on le fait. Tout ça, l'intérêt c'est d'avoir plus de performance, puisque le code machine, ça poutre complètement l'interprétation du bytecode. Voilà. La granularité. Globalement, alors soit on choisit de faire des gros morceaux, dans ce cas-là on peut se permettre pas mal d'optimisation parce que on a une vue d'ensemble du programme comparé à quand on prend juste une seule instruction. Ça permet d'avoir moins de context switch entre la JVM qui interprète et donc l'exécution du code compilé, donc moins de synchronisation aussi. Et ça permet Par contre, ça permet pas de réutiliser beaucoup le code, puisque des gros morceaux, ils s'emboîtent pas trop bien. En fait, on peut chaîner des morceaux de blocs, des blocs qui ont été déjà compilés. Et en fait, globalement, si on choisit une unité plus petite pour la compilation, on a un peu l'inverse, quoi. Voilà. Alors, par rapport à quand est-ce qu'on le lance, globalement, il y a 3 grands moments, c'est l'installation, le lancement ou
ou pendant l'exécution de l'application. En fait, vous lancez la compilation au moment où vous pouvez vous permettre d'avoir de la latence, au moment où vous permettez de passer un peu de temps, quoi. Et ça, c'est à vous de décider, globalement. Plus on compile tard, plus on peut se concentrer sur les portions de code qui sont vraiment importantes. Et du coup, on devrait pouvoir faire plus d'optimisation. Quels sont les inconvénients? Ça consomme du temps et de la mémoire, simplement. Voilà. Oui, juste du temps pour la compilation et de la mémoire pour stocker les résultats de la compilation. Alors, dans Dalvik en particulier, ils ont choisi de s'occuper de traces, c'est comme ça qu'on les appelle, traces d'une centaine d'instructions. Quand je parle d'instructions, là je parle toujours d'instructions Java, hein, pas machine. Et c'est opéré pendant l'exécution. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? Bon, l'histoire de globalement que les portions de code les plus utilisées sont compilées. Ça permet d'avoir un cache de traduction plus petit du coup. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont un retour sur investissement assez rapidement. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué sur la slide d'avance, c'est un investissement de faire du JIT, puisque on passe du temps. Et là, en l'occurrence, c'est récompensé suffisamment rapidement pour que ce soit intéressant pour l'utilisateur. Voilà. L'autre intérêt d'opérer sur des traces un peu moyennes, là c'est un peu petit, mais bon voilà, c'est qu'on peut ignorer les branchements en fait. Quand on choisit de compiler une méthode par exemple, on ne voit pas forcément un chemin qui va se répéter plus souvent qu'un autre. Alors que quand on s'occupe juste de l'exécution, donc on ne sait pas si ça branche ou pas, enfin on ignore si ça branche ou pas, on peut se concentrer sur des chemins qui sont vraiment utilisés. Dans Dalvik, alors, c'est un thread à part. C'est vraiment un thread qui s'occupe de la JIT compilation, donc qui est partagé donc, entre tous les threads d'un processus, mais pas partagé entre les processus, même quand c'est deux fois la même application. Aussi, sachant qu'il ne garde pas les résultats donc, de compilation lors d'une exécution, à chaque fois qu'on relance une application, il repart de zéro, quoi. Il n'a pas de traduction. Au niveau des archis pour lesquels ils peuvent générer du code, il y a ARM, MIPS et x86, voilà, tout ce sur quoi Android doit fonctionner. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont chacun a leur propre générateur de code, puisque ça dépend de la machine. Mais les valeurs, les paramètres pour définir, par exemple, quand est-ce qu'une trace est chaude, est beaucoup exécutée ou la taille de cache de traduction, ça dépend de l'archi. Voilà. Alors, comment ça se déroule un peu une compilation pendant la durée de vie du processus? Globalement, donc, il y a le thread qui profile les traces. Voilà. Quand la trace est considérée comme beaucoup exécutée, donc ça, il y a moyen de paramétrer ça. Il demande à une table de traduction si une version compilée existe déjà. Si oui, il jump dedans, il fait son changement de contexte. Sinon, il va demander pour une compilation. Mais il ne s'arrête pas d'interpréter. Si jamais la version compilée n'existe pas, c'est pas grave, il continue l'interprétation et puis la prochaine fois, il l'aura, quoi. Et ainsi de suite. Juste si jamais la file des tâches est pleine, généralement il la vide. Il peut arriver qu'il bloque les autres threads pour la finir, mais en théorie non. Ça c'est un superbe schéma qu'on récupère sur la Google I/O 2010 qui présentait le JIT dans Dalvik. Ça résume un peu ce qui est dit sur la slide précédente, donc globalement, cool. Non, ouais. Ça tourne. Est-ce que c'est chaud? Oui. Est-ce qu'il y a une traduction? Oui, je saute. Là, on voit très bien qu'on peut enchaîner plusieurs blocs déjà compilés, selon la sortie. Alors, je me suis aussi un peu intéressé aux options de paramétrage et de debugging, globalement. Quand on active le debug sur Dalvik, il nous vomit tout un flot d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses. On peut voir, je vais vous montrer ce qu'on peut voir après. Et il y a deux façons de profiler, mais on s'en fout. Donc on peut voir les traces directement, genre le bytecode, ainsi que la traduction. Donc les traces compilées, on peut voir combien d'appels on a fait au compilateur, on peut voir le nombre de traces qui sont profilées, on peut voir le nombre de... Bon,
peu importe. On peut voir le temps passé en compilation, ça c'est assez intéressant, et on peut voir surtout le temps pendant lequel on a bloqué le garbage collector, parce qu'on peut bloquer le garbage collector, enfin on bloque le garbage collector pendant une phase de la compilation, voilà, simplement. Enfin, c'est assez intéressant pour des statistiques, si on veut par exemple toucher aux paramètres et regarder les différences de sortie, les différences de performance, voilà. Par exemple, les paramètres auxquels on peut toucher, qui sont assez intéressants, il y a la taille du cache de traduction. Il y a donc le seuil à partir duquel on considère qu'une trace est chaude, et la longueur d'une trace. Il y a aussi en fait donc par rapport à définir comment, enfin, définir si une trace est beaucoup exécutée, on peut le définir donc sur toute la vie de l'application, si elle revient assez souvent, ou sur une petite portion de temps. Ce qui peut arriver par exemple qu'une trace soit exécutée super souvent pendant une seconde sur une vie de 10 minutes par exemple, mais plus jamais réutilisée, et une autre trace qui serait exécutée je sais pas, toutes les 10 millisecondes, et c'est peut-être plus intéressant d'optimiser celle-là que l'autre. Voilà. Au niveau du debugging, il faut un truc, bon, je suppose que c'est classique, pardon, je suppose que c'est classique, j'en sais rien en fait, mais il compare les résultats de l'exécution d'une version compilée et d'une version interprétée, simplement. Dans Art maintenant. Alors, en fait, dans Art, il n'y a pas vraiment grand chose à dire au final, parce que ça compile quoi, c'est tout. Il n'y a pas tout le processus d'analyse pendant l'exécution, etc. La compilation, comme on l'a déjà dit, se fait à l'installation, là où il connaîtra l'archi. Et ils utilisent LLVM comme back-end pour générer le code. Au niveau des archis, du coup, ils ciblent les versions 64 bits de ce que j'avais cité avant, donc x86 en 64 bits, ARM en 64 bits, et MIPS en 64 bits, c'est encore expérimental, mais ça va venir. Voilà. Rapidement, quand même, ce qui se passe lors d'une installation, il fait d'abord la résolution des classes. Alors, la résolution des classes, c'est déduire le schéma un peu des classes, genre où vont tels champs, quelles sont les méthodes virtuelles, comment je fais ça, Il fait la vérification des classes, ça c'est aussi une étape qui est faite dans toutes les JVM. Toutes les 3 premières étapes sont des étapes qui sont faites dans toutes les JVM à chaque lancement en théorie. Et là il le fait une fois à l'installation. Vérification, initialisation de classe, voilà, toujours. Et la compilation à la fin qui génère le fichier ELF. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire pour ce soir. Ouais. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a 2 posts sur le blog qui ne sont pas encore publiés, qui se concentrent plus sur Dalvik, donc Memory Management et Edge de compilation. Si vous voulez poser des questions sur Sharp LSE ou nous envoyer un mail, ou même si vous avez une question maintenant. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix dans Dalvik de ne pas garder les bouts de code JT d'une exécution à l'autre? Simplement parce que ça consomme de l'espace sur ta flash, apparemment. Après, je sais pas plus. Enfin, je sais pas, ça pourrait me paraître intelligent de les stocker sur le disque dur. Ça peut paraître pas mal. Du programme. Enfin, je sais pas. Désolé. C'est pour savoir, maintenant que c'est directement compilé, on peut utiliser autre chose que du Java pour coder Tu as toujours pu utiliser autre chose que du Java, en fait. On peut coder en C++ pour Android. En l'occurrence, le processus de compilation, il concerne que les applis Java, parce que c'est ce qui est en majorité sur le market. Les versions compilées Java, elles se font toujours poutrer par les versions C++ pour l'instant. Faut pas exagérer. Et tu gagnes pas de perf. Si tu as écrit une application en C++, tu gagnes pas de perf à passer sur Art par rapport à Dalvik. Okay. Ouais. Vous aviez dit qu'avec Dalvik, il y a 2 endroits où les threads étaient mis en pause au moment du garbage collecting. C'était quoi l'endroit qui a été éliminé avec la nouvelle C'est la première pause. En fait, dans la toute première pause, vu que tu veux marquer tous les threads, tous les objets atteignables par tous tes threads, tu mets en pause tous tes threads pour dire ok, maintenant j'accède à votre mémoire, donc je vous mets en pause et hop, je repasse. Dans Art, en fait, tu vas pas le faire toi-même. Tu vas demander
aux threads de marquer eux-mêmes les objets qui sont atteignables à un moment. Donc en fait, c'est les threads qui vont le faire et tu les stoppes pas. Donc eux, ils vont marquer tous leurs objets et puis après ils vont continuer, quoi. Du coup, ça, ils le font en permanence ou c'est sur un signal envoyé par le garbage collector qui se mettent tous à... Bonne question. J'avoue que ça, j'ai pas regardé si c'était à un certain moment ou si c'était en permanence. Ça, je sais pas, désolé. Tu as dit que le mark and sweep était récursif? Oui. Il est exécuté en récursif? Parce que ça prend de la mémoire, ça? Ouais, bah dans Dalvik, oui, il est exécuté en récursif. D'accord, c'est du récursif terminal ou non terminal? Je m'en rappelle plus, enfin j'ai regardé le code, après je le connais pas par cœur, donc je m'en rappelle plus. Mais après, on peut espérer aussi le fait qu'il n'y ait pas énormément de profondeur dans les références récursives. Donc, ouais. Voilà. Mais après, le récursif c'est la manière la plus simple de le coder, quoi. Ouais, ça je suis d'accord, mais ça consomme. Et l'objectif c'est d'économiser la mémoire. Oui, mais après, de toute façon, quand le garbage collector est lancé, ça nous fait jamais plaisir. Après, ouais, est-ce que ça consomme beaucoup plus de mémoire? Oui, sûrement. Alors, dans un point de vue agressif, tu pourrais peut-être imaginer une application qui a l'air innocente et qui fait plein d'objets récursifs pour voir les limites du mark and sweep algorithme, là. Oui, bah après, si on fait des benches, on peut faire des trucs pas cool. Après, l'application en elle-même, c'est pas dans son intérêt à elle-même pour une vraie application de faire en sorte que le mark and sweep soit pas très efficace, quoi. Les listes chaînées, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors ça peut-être paraître idiot comme question, mais est-ce que du coup il y a un gain de performance si jamais, je sais pas, il y a une variable n'importe laquelle qu'on n'utilise plus dans une boucle, si il détecte du coup que cette variable n'est plus utilisée, est-ce que nécessairement il va utiliser le garbage collector pour enlever cette variable? Ou est-ce qu'il va voir par rapport au contexte de la fonction qu'il peut l'enlever directement, faire un libéré manuel? Alors non, en fait, il va libérer cette zone mémoire allouée qu'au moment du garbage collector. Et le garbage collector, sur Dalvik, on le lance que quand on n'a plus le choix, que quand on n'a plus de place mémoire. Donc quand tu sors de ta boucle, sauf si tu n'as vraiment pas de chance et qu'au même moment tu as un autre thread qui rate une allocation et qui lance le garbage collector, ta variable elle existera toujours en mémoire, tu la garderas jusqu'à la prochaine passe du garbage collector. Ok. Bien, merci à tous de votre attention. On annonce une pause ou pas ?